Bienvenue pour cette présentation du côté obscur de la force. Alors avant de me présenter, j'aimerais savoir à qui j'ai affaire en quelque sorte. La question serait, est-ce que vous avez déjà fait du conteneur Windows ou est-ce que vous l'envisagez? Cool. Il y a quelques personnes intéressées pour la suite du coup. Alors, brièvement, d'où je viens. J'ai été développeur. J'ai monté un business de réalité virtuelle il y a 4 ans de ça, qui a duré 3 ans et qui tourne toujours d'ailleurs. J'ai toujours été un ops. Ça a toujours été ma passion. Toujours ce que j'ai aimé faire. J'ai été pas mal de fois manager et responsable d'équipe. Et puis dernièrement, j'ai lancé des activités. Donc tout ça pour dire que peut-être, histoire de faire le buzzword du jour, je suis peut-être un entrepreneur-ops. Voilà, le but c'était de faire rigoler. Aujourd'hui, je suis managing partner chez Enix. Il y a un de mes collègues, Romain, qui est là-bas, qui est un de mes associés. Et puis on opère des services, donc managés dans l'orchestration de conteneurs, virtualisation et réseau. Alors, pour ce talk que vous pouvez retrouver en ligne, avec le QR code qui est là, on va parler donc en premier lieu du pourquoi parler maintenant de Windows et de Kubernetes, pourquoi c'est maintenant qu'il faut en parler, comment installer un nœud Windows pour le faire joindre un cluster Kubernetes, implémenter un web service sur notre cluster hybride, parler de volume persistant, quelques notes, des choses à garder en tête, et puis une conclusion qui va nous aider à savoir si c'est prod ready ou non. Je vous laisse le QR code 2 secondes. Alors, je mets pas mal de liens dans la presse, histoire que vous puissiez trouver les informations dont je parle. Et donc je vous invite je remettrai le QR code à la fin, mais c'est assez intéressant d'aller creuser tout ce qui se passe autour de cet écosystème. En termes de pourquoi c'est le bon moment, il faut comprendre un peu d'où on vient. Donc les premières fois où les conteneurs se sont lancés sur Windows, c'était pas des conteneurs Microsoft, c'était pas des conteneurs Windows, c'était des conteneurs Linux via Ubuntu Docker, généralement dans VirtualBox, et ça date de 2013. C'est un peu le début des conteneurs, on va dire, sur Windows. Je précise au passage, je ne suis pas un énorme fan du monde Microsoft, mais je trouve que c'est intéressant de parler de ce sujet-là. Il y a Docker for Windows qui est arrivé ensuite en 2016, avec un aspect isolation des conteneurs, la couche de virtualisation Hyper-V. Et puis, Microsoft a lancé avec Docker les conteneurs Windows en 2016 en se basant sur Windows Server 2016. C'est la première version d'un OS de Microsoft qui implémente les conteneurs Windows, basés sur Windows. Ça, c'était en septembre 2016. Alors, ce qui s'est passé peu de temps après, c'est que dans le monde, cette fois-ci, non pas Docker des conteneurs, mais Kubernetes, la version 1.5 en décembre 2016, donc quelques mois après, a fourni un support alpha de nœuds Windows permettant de faire tourner des conteneurs Windows dans un cluster Kubernetes. La bêta est arrivée avec la 1.9 en 2018. Et puis on a eu très dernièrement, voilà pourquoi c'est le bon moment d'en parler, la version 1.14 de Kubernetes qui passe en GA les conteneurs Windows et les nœuds Windows au sein d'un cluster. Donc ça date d'avril. Aujourd'hui, vous le verrez, on est en 1.14.2 et la 1.15 est sur le point d'arriver. Alors, il y avait un beau message, qui est une bonne intro pour la présentation. Le GA de Kubernetes 1.14, c'est Delivers Production Level Support for Windows Nodes and Windows Containers. Production Level Support, ça implique plusieurs choses. Ça veut dire que c'est peut-être bien prod ready, mais surtout qu'ils vont faire tous les efforts nécessaires pour que ça le soit. Si jamais il y a des bugs qui peuvent apparaître, ils vont déployer de l'énergie à les corriger le plus rapidement possible. On va se poser la question par la suite, est-ce que c'est bien suffisant pour faire de la prod? Alors, après Windows Server 2016, il s'est passé pas mal de choses. En
juin 2017, Microsoft a annoncé ce qui s'appelle les Semi-Annual Channel Release. Ça veut dire que toutes les mi-années à peu près, ils vont réaliser une nouvelle version de Windows Server intermédiaire qui supporte notamment des conteneurs qui vont nous intéresser. Vous allez le voir, les serveurs core et les nano-serveurs, mais pour une durée très limitée. C'est-à-dire, on n'a plus seulement Windows Server 2016, on a également Windows Server 17.09. Donc c'est une version juste après, mais qui a une durée de vie courte. Si je prends une image, je peux prendre Ubuntu, sur lequel vous avez du 16.04, 18.04, qui sont des releases qui vont durer dans le temps, mais sur lesquels vous allez avoir des 18.10 qui vont être maintenus peu de temps. On retrouve un peu la même chose dans le monde Microsoft finalement. Et ce qui nous intéresse le plus important, c'est évidemment, je suis désolé, ça me dérange de m'entendre respirer, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les versions qui ont un long-term support. Donc Windows Server 2016, c'est le cas, mais surtout Windows Server 2019, c'est le cas aussi. Ça, c'est pour me rappeler de respirer. Alors là, je vous passe les changelogs un peu de ce qui s'est passé donc, dans le monde de Windows Server, juste pour bien comprendre l'environnement. Puis après, on va parler de comment on l'installe et comment ça marche et de voir un petit peu à quel point c'est sec ou pas. Donc après Windows Server 2016, 17.09, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont diminué les tailles des conteneurs Windows, parce que le plus gros problème des premiers conteneurs Windows, c'est qu'ils faisaient facilement 10 gigas en taille. Donc 10 gigas le conteneur, ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup, comme ça quand on en parle, mais ça fait beaucoup de données à transférer. Ça fait beaucoup de données à copier à chaque fois qu'on lance un nouveau conteneur. Ça ralentit beaucoup le process et ça le rend difficilement praticable. Sur le nano serveur, c'est 80% plus petit. Et puis, ils ont apporté la possibilité de lancer des conteneurs Linux avec l'option d'isolation Hyper-V. Ensuite, la 18.03, donc 6 mois après, rebelote, on a encore diminué la taille des conteneurs serveur core. Et amélioration de la compatibilité, puisque évidemment, le but de Microsoft dans cette histoire, c'est de supporter des applications legacy ou des applications développées récemment dans le monde Microsoft et de pouvoir les mettre en conteneur. Donc, ils ont étendu la compatibilité de leur conteneur avec le type d'application que vous pouvez faire tourner dedans. Il y a eu des améliorations de démarrage des conteneurs et de runtime, des modifications sur la couche réseau, et pour ceux qui ne sont pas fans du monde Microsoft, curl, tar et SSH qui commençaient à pointer le bout de leur nez. Alors, arrive donc Windows Server 2019, qui est arrivé très récemment, en fin d'année dernière, début de cette année, et qui est un peu concomitant avec la 1.14 de Kubernetes. Le codename, c'est 18.09, en fait, de 2019. Ils ont implémenté une gestion de l'authentification à l'intérieur. L'authentification user, que je ne maîtrise pas personnellement, qui est très spécifique à Windows, est plus facilement utilisable à l'intérieur des conteneurs. Il y a eu des améliorations de compatibilité, et puis on a un nouveau venu, puisqu'il y a, si ce n'est pas clair pour vous dans le monde Microsoft, à l'image de ce qu'on fait sur des conteneurs Linux, donc vous faites from Ubuntu ou from Debian pour construire à partir d'un Dockerfile, votre image et votre conteneur qui contient votre application. Dans le monde Microsoft, il y a beaucoup de librairies intégrées dans le conteneur, comme je le disais, ça fait plusieurs dizaines de gigas, donc ils ont séparé ça en deux types de conteneurs. Il y a le nano server et le server core. Le nano server, c'est vraiment le minimal syndical pour pouvoir faire tourner, taper des commandes du shell command line de Microsoft et puis faire vraiment des choses très très basiques. Dès qu'on veut faire tourner des applications .NET, on a besoin de serveur core. Et comme je disais, la stratégie de Microsoft, c'est de pouvoir onboarder dans ces conteneurs le maximum d'applications. Donc ils ont sorti une nouvelle image, après avoir réduit la taille 80%, 30%, etc. Ils ont ressorti une énorme image qui fait plus de 10 gigas et qui comprend encore plus de librairies. Donc qui permet de ramener des applications qui ont plus de dépendance et qui sont difficiles à mettre en conteneur.
Et des améliorations encore de perf. Alors ça, c'est un slide pour respirer, mais ça vous donne un peu l'état des lieux au niveau, entre guillemets, kernel, entre Linux et Windows. Vous voyez les C-groupes au niveau Linux et toutes les mécaniques qui peuvent exister. Je pense qu'il y en a une importante, si je peux avoir ma souris, c'est ici. Il y a une grosse différence au niveau... Enfin, il y a une grosse différence partout, mais dans le monde Linux, quand on gère des conteneurs, on utilise massivement l'aspect de UnionFS et de copy on write. Et ce qui fait que quand vous lancez un conteneur, c'est quasi immédiat. Même si vous avez un conteneur de 5 Go, il se lance en un claquement de doigts. Sur le monde Microsoft, c'est pas du tout le cas. À chaque fois que vous allez lancer un conteneur, ça va créer un disque NTFS virtuel et faire un paquet de Symlink, et ça prend pas mal de temps sur les grosses images. Alors, un petit peu pour historiser tout ça. Donc Windows Server 2016, le vieux, son codename c'est 1607. L'image server core faisait 11 Go. Et l'image actuelle, donc pour Windows Server 2019, ne fait plus que 4 Go 56. Donc pour vous montrer un peu les efforts qui ont été faits pour rendre acceptables les tailles des conteneurs. Sur le nano server, qui est donc l'image la plus petite, elle faisait initialement, enfin j'ai essayé de retrouver une image la plus proche de Windows Server 2016, elle faisait 1 Go 17, aujourd'hui elle fait 250 mégas. Et ça fait un peu mal. Il y a une image Windows maintenant. Alors évidemment, il n'y a pas l'aiguille et tout ça, mais il y a un maximum de librairies à l'intérieur qui fait 13 Go. Et une autre chose que vous pouvez remarquer dans ce slide, c'est que, ça je vous le dis parce que je l'ai un peu vécu, vu que j'ai fait les premiers tests avec Microsoft quand c'était la 18.03 à peu près. Les repositories Microsoft d'images officielles ont changé tous les 6 mois. À chaque fois, c'était une URL différente, etc. Donc il semble y avoir une normalisation aujourd'hui chez Microsoft. Ils ont un registre Microsoft mcr.microsoft.com et vous retrouvez dans Windows le server core, le nano server et l'image Windows maintenant. Alors, à propos des conteneurs Windows, il y a quand même quelques éléments à garder en tête. Des différences notables avec le monde Linux. Il n'y a pas de conteneurs privilégiés. Donc pour ceux qui ont l'habitude des conteneurs privilégiés sous Linux, qui sont bien pratiques pour déployer votre CNI d'habitude, vous lancez votre Flannel, votre KubeRouter, votre Calico via un daemon set, vous pouvez oublier ça dans le monde Windows puisqu'il n'y a pas de conteneur privilégié, donc vous ne pouvez faire tourner que du workload traditionnel. Sous-entendu, on va devoir lancer du CNI par un autre moyen et lancer kubeproxy aussi par un autre moyen si on voulait le lancer via un daemon set. Autre différence notable, il n'y a pas d'OM killer dans le monde Windows. Donc là où sur une install Kube Linux habituelle, vous allez avoir du swap désactivé et Linux qui va faire son travail de killer les apps qui consomment quand on arrive à être au bout de la mémoire. Sur Windows, ce n'est pas du tout le cas. Le swap, entre guillemets, l'équivalent du swap, n'est pas désactivable. Et du coup, vous n'avez pas trop de maîtrise de la performance des ressources mémoire pour éviter que ça aille en swap. Donc la bonne pratique pour contrevenir à ça, c'est déjà de donner des réservations de mémoire pour kubelet et kubeproxy. Donc leur dire, voilà, il y a tant de gigas sur machine que je veux garder pour kubelet et les outils Kubernetes. Et ensuite, chacune de vos applis, pensez bien, de toute façon, il faut le faire dans le monde Linux aussi, mais là, c'est vraiment encore plus important. Il faut limiter les ressources nécessaires et faire des requests de ressources, donc dire, j'ai besoin de tant de CPU, j'ai besoin de tant de mémoire, surtout, pour que l'ordonnancement et l'orchestration de Kubernetes puissent faire correctement son boulot. S'il y a des choses où je ne suis pas clair, je suis dispo après le call où on essaiera de faire des échanges parce qu'il y a beaucoup d'informations à récupérer de ce retour d'expérience. Le UnionFS, Copy on Write, j'en ai déjà parlé. Tout ce que vous connaissez comme astuce du genre le host path, un pod qui va monter un répertoire du host, ça dans le monde Microsoft, ça n'existe pas.
Donc il y a plein d'astuces comme ça, de passerelles entre les conteneurs et le host qui ne sont pas possibles. Et puis il y a surtout un point très important. Vos versions de conteneurs correspondent à une version de Windows et il y a un couplage très fort entre les deux. Donc par défaut, vous ne pouvez faire tourner que des conteneurs 18.09 sur un Windows Server 18.09. Ça, c'est par défaut. Il y a des astuces, où notamment il y a deux façons de lancer des conteneurs dans le monde Microsoft. Vous les lancez comme on va dire des conteneurs Linux à peu près, ou bien vous les lancez dans des mini Superlight VM. Ça s'appelle l'isolation Hyper-V. Donc ça utilise les solutions de virtualisation de Microsoft pour segmenter un peu l'espace dans le kernel. Et vous pouvez, grâce à Hyper-V, donc quand vous lancez en isolation Hyper-V, utiliser des plus vieilles images de conteneurs Windows sur un serveur plus récent. Pour autant, ça n'est pas magique, ça ne permet pas de gérer n'importe quelle version dans n'importe quel sens. Donc là, je vous invite à aller voir le lien qui est dans ce slide pour aller voir un peu les correspondances. Mais en gros, ça veut dire, si vous lancez dans le monde Microsoft, il faut choisir vraiment pour le long terme la version de Windows que vous allez utiliser. Et là, en l'occurrence, un bon choix, c'est Windows Server 2019, puisqu'il y a un support pour les 5 prochaines années dessus. Bon. Alors maintenant, on va jouer un peu et parler de ce qu'on peut faire tourner sur un cluster hybride. Donc, il me faut un cluster, évidemment, un nœud Windows, bon, que là je vais faire tourner en machine virtuelle, en l'occurrence sur OpenStack. Cette version de Windows que je lance, c'est donc une Windows Server 2019 Data Center, évaluation. Data Center, ça veut dire qu'il n'y a pas de GUI. J'ai 0 GUI, j'ai juste un pauvre terminal si jamais je me connecte en remote desktop. Mais de toute façon, je ne vais pas utiliser ça, vous allez le voir. Vous avez en bas les 10.0.17, 763 et tout. C'est vraiment la façon de savoir exactement quel build de Windows vous avez. Et généralement, à des builds bien précis correspondent des images de conteneurs Windows bien précises. Alors, comme j'ai pas envie de m'embêter et que je suis pas forcément le plus grand fan du monde Microsoft, évidemment sur ce nœud, je vais mettre du SSH, gestion des private keys, histoire de pouvoir faire, dès que je lance ma VM, SSH root, l'IP de la VM, et boum, je me retrouve sur la machine avec la command line. Et derrière, je vais utiliser massivement, j'ai passé une bonne nouvelle, PowerShell. Alors PowerShell, il y a beaucoup de choses à en dire. Qui utilise un peu de PowerShell? Pas beaucoup de monde. Qui aime PowerShell? Une personne. Alors, je ne vais pas critiquer, hein, c'est pas le but de critiquer PowerShell, mais c'est vrai que tous ceux qui viennent du monde Linux déjà ont pas mal de mal à arriver sur ce shell, qui pour autant vous permet, comme je viens de le dire en faisant SSH root sur l'IP de la machine Windows, d'avoir un contrôle quasi total de la machine. Édition de base de registre, lancement de mise à jour de Windows Update, configuration de à peu près tout ce que vous voulez. Donc si vous voulez administrer aujourd'hui un nœud Kubernetes Windows sans PowerShell, j'oserais dire que vous êtes foutu. Alors après, il y a deux choses à savoir, c'est que PowerShell, quand on creuse un peu, ce qui est shippé dans les Windows actuels, c'est PowerShell 5, et il existe un PowerShell 6, qui se lance avec d'ailleurs un nom différent, BWSH. PowerShell 6, c'est la nouvelle stratégie de Microsoft. On va avoir un PowerShell qui marche sur Windows, sur Mac, sur Linux. C'est un shell comme les autres, qui est censé marcher partout, qui utilise toutes les mécaniques de PowerShell. Seul problème, c'est que PowerShell 5, il y a à peu près, 2500 commandes supportées. PowerShell 6, il y en a 650. Et donc, dès que vous administrez pour de vrai un serveur, PowerShell 6, ça sert pas à grand-chose. Voilà, ça c'est un petit retour d'expérience. L'installation de Docker aujourd'hui sur un Windows Server 2019, c'est ultra simple. C'est 3 lignes de commande, un restart, et ça juste marche. Donc, si vous posez la question de savoir si les conteneurs c'est prod ready sur Microsoft, Windows Server 2019, pour moi la réponse est clairement oui. Ça ne veut pas dire que ça va être parfait,
Mais dans le monde Linux non plus, Docker n'est pas parfait. Et il y a même une volonté de Microsoft de supporter CRI-O derrière, en compatibilité avec Kubernetes. Donc de sortir de cette dépendance de Docker pour faire tourner Kubernetes. Pour installer votre nœud, à partir du moment où vous avez un nœud Windows sur lequel vous avez accès à PowerShell, donc il y a un magnifique guide écrit par Microsoft qui est quasi complet et quasi à jour. Quasi parce qu'il y a des choses à en redire forcément, mais franchement on est très proche de l'idéal, donc ça j'étais agréablement surpris, qui contient notamment un lien vers un beau zip avec quelques binaires clés, donc kubelet typiquement, kubeproxy, et puis un CNI qui va nous intéresser dans le cadre du test, qui s'appelle FlannelD, que vous connaissez, qui marche sur Linux sans problème, et qui implémente même dans cette version-là le VXLAN. Alors pour ceux qui ne sont pas spécialistes du réseau, VXLAN c'est un truc très largement utilisé dans beaucoup d'installations Kubernetes. Ça n'est pas systématique, c'est pas forcément conseillé dans tous les cas, mais c'est une bonne zone de test, parce que c'est plus compliqué à mettre en place que d'autres fonctionnements réseau. Sont intégrés également dans Zip pas mal de helpers, donc des scripts PowerShell qui vont en gros vous spawner votre nœud, faire un join de votre nœud sur le cluster Kubernetes, et notamment un point important, ça va même vous aider à les transformer en service Windows. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, Flannel, on ne peut pas utiliser de daemon set pour le faire tourner. Donc on est bien content d'avoir une gestion à la systemd, mais Microsoft, pour pouvoir faire tourner Flannel, kubeproxy et kubelet. Il y a aussi quelque chose d'intéressant qui n'était pas là il y a 6 mois, c'est que Kubernetes a besoin d'un pod conteneur pause. Alors, sans rentrer dans l'explication de Kubernetes, vous avez besoin d'une sorte de conteneur générique qui tourne un peu tout le temps dès que vous gérez des pods. Et avant, ils en shippaient même pas, Microsoft. Donc vous étiez bon pour créer vous-même ce conteneur-là et le builder, et voilà. Et ben maintenant, il y en a un sur mcr.microsoft.com/k8s, core pause. Alors, le cluster du test, très simple, un master, un nœud Windows, un nœud Linux. Et, si je ne m'abuse, voilà. Les choses plus intéressantes, donc j'ai de la Debian et du Windows Server, j'ai bien le build qui est indiqué, et j'ai la version de Docker. Là, en l'occurrence, c'est exactement la même version de Docker, mais ce n'était même pas voulu. Quand vous avez des nœuds, donc Linux, Windows, vous avez un problème de scheduling quand même à gérer. C'est que si vous demandez à un pod qui fait tourner un conteneur Windows pour faire un service web, Kubernetes ne va pas savoir forcément qu'il faut le lancer sur un nœud Windows. Donc si vous lancez votre pod ou votre déploiement, ça va le scheduler sur un nœud Windows ou un nœud Linux. Donc vous êtes obligé d'ajouter évidemment, c'est la façon de faire traditionnelle Kubernetes là pour le coup, sur votre nœud, rajouter par exemple un taint qui précise que c'est une version Windows 18.09 et qui fait que rien n'est schedulé dessus. Donc là, dans ce cas-là, tout ce que vous schedulez par défaut ira sur les nœuds Linux, et il faudra préciser via une toleration et un autre sélecteur le fait que vous voulez aller sur des nœuds Windows. On peut imaginer l'inverse, bien évidemment. Si vous voulez que par défaut ça lance sur des nœuds Windows et qu'en option ça puisse se lancer sur des nœuds Linux, c'est faisable. Il n'y a pas en tout cas de fonctionnement magique dans Kubernetes qui permettent d'aiguiller vos pods à droite ou à gauche. Donc c'est à vous de le préciser, à vous de choisir votre stratégie de scheduling. Alors, là le but c'est d'avoir un petit web service qui démontre un peu l'intérêt de l'hybridation Windows-Linux. En très bref, ça lance un conteneur serveur core que vous voyez ici. Ça lance un PowerShell avec une tétrachier de choses PowerShell pour faire juste un serveur web qui répond sur le port 80. J'utilise le podname dedans, et puis, comme je le précisais tout à l'heure, je veux lancer ça sur un nœud Windows avec une toleration. Donc ce qui se passe dans les faits sur notre cluster, donc là vous avez les deux nœuds, le nœud Linux et le nœud Windows. Quand vous allez lancer ce déploiement, il va y avoir deux réplicas.
un web server, WinWeb Server avec les noms habituels que vous avez sur du cube, et puis un service qui est créé là-dessus. Bon, première chose intéressante, on peut avec les services faire du node-port et c'est censé marcher. Alors, j'ai pas spécialement de démo pendant cette presse, mais si tout se passe bien, je dois pouvoir accéder à mon nœud Windows sur le node-port qui est sur le port 30225. Ouais, ça marche. Donc là, si je me remets en full screen, j'ai un des deux pods qui m'a répondu. Et si je m'excite un peu, voilà, des fois ça change de pod, vous pouvez le voir. Donc ça, j'ai un service en node-port qui fonctionne juste sur le nœud Windows, pas de problème. Raté. Alors, donc dans les trucs un peu internes, et pour faire le comparo Microsoft Linux, à gauche vous avez donc votre kubelet qui tourne en tant que service Windows, kubeproxy, et votre plugin réseau, en l'occurrence Flanel. Sur un Linux, on aurait quelque chose d'un petit peu différent avec du static pod, pas forcément du static pod pour kubeproxy, en tout cas du daemon set pour Flanel, et puis probablement kubelet qui tourne via systemd. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les services Windows, et pas les services Kubernetes, les services Windows, c'est un peu l'image du systemd, et on a juste moins de flexibilité, donc on ne peut pas lancer, encore une fois, des conteneurs privilégiés. Alors, dans l'hybridation, du coup, vu que j'ai du VXLAN et tout Kubernetes qui fonctionne, aucun problème pour mettre un reverse proxy ou du routage niveau 7, autrement dit, via trafic, par exemple. Ça me permet d'y accéder depuis l'extérieur avec des manipulations de noms si je le souhaite. Mais cas un petit peu plus intéressant, on peut ajouter un cert manager et tout d'un coup avoir de la terminaison SSL avec gestion de certificats automatiques qui est gérée par tout l'écosystème cloud native habituel qu'on a sur Linux devant notre service Microsoft. Et donc, si ça fonctionne, je dois pouvoir mettre WinWeb Server, un truc comme ça. Voilà, c'est ça, mais en HTTPS, s'il vous plaît. Ça fonctionne. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est donc le certificat qui est accroché. Si vous êtes familier avec Chrome, donc là le petit crochet, le petit cadenas HTTPS, c'est-à-dire que tout va bien, le certificat est valide, etc. Et donc là, si je regarde le certificat, a été créé par Let's Encrypt le 2 juin, ça veut dire que je bossais dimanche. Tiens, comme c'est bizarre. Et donc là, vous vous retrouvez avec le même service, mais je reload et des fois on tombe sur un pod ou sur un autre, avec une terminaison SSL qui est gérée par le monde Linux. Voilà, ça c'est un exemple d'hybridation où on comprend bien qu'on pourrait mettre du legacy sur le Windows qui profite de toutes les dernières technologies de routage, de haute disponibilité, de déploiement canari, de tout ce que vous voulez dans le monde, enfin de tout ce qui est traditionnel dans le monde Kubernetes via cette hybridation. Évidemment, vous pouvez avoir des applications récentes Microsoft qui tournent de la même manière. Bon, après, il y a certaines choses à savoir, c'est que on n'a pas autant de détails de ce qui se passe au niveau Microsoft aujourd'hui. Donc Metrix Server fonctionne, mais typiquement c'est Advisor qui vous permet d'avoir un peu des précisions sur tous les conteneurs qui tournent et ce qui se passe pour eux, n'est pas supporté pour les nœuds Windows. Ou n'a pas le support des nœuds Windows, plus précisément. Voilà. Ça c'était pour le service web. Donc là on va parler un peu de stockage persistant. Donc dans Kubernetes 1.14, plus précisément dans le kubelet Kubernetes 1.14, il y a une gestion in-tree, ça veut dire que c'est fourni par l'équipe Kubernetes et c'est implémenté par l'équipe Kubernetes, la gestion automatique des disques et du formatage en NTFS de volume persistant. Il y a aussi du support
Au lieu d'avoir du block storage qui est formaté, on peut aussi avoir du file-based Samba à la même image que du NFS. Et on peut avoir aussi notamment du block-based avec de l'ISCSI. Tout ceci, également Elastic Block Storage d'Amazon est en cours d'implémentation, mais ce n'est pas encore dispo. Tout ceci donc, est possible grâce à des plugins de stockage, comme il se fait traditionnellement chez Kubernetes. Mais point notable, on n'est pas prêt dans le monde Microsoft à faire du CSI. Donc si vous ne le savez pas, dans le monde Kubernetes, aujourd'hui, pour gérer des plugins de stockage, on utilise l'API CSI, Container Storage Interface. Et donc c'est une migration en cours qui est quand même bien avancée dans le monde Linux. Il y a beaucoup de drivers qui sont maintenant en CSI. Les flex volumes sont l'ancienne façon de faire, et malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, dans le monde Microsoft, on ne fait que du flex volume pour l'instant. J'en reparlerai un peu après. Donc si j'avais un persistant de volume ISCSI dans le monde Linux, je pourrais le décrire de cette façon-là. Et la différence dans le monde Windows, il n'y en a pas vraiment, sauf qu'on utilise du flex volume. Donc au lieu de mettre ISCSI, je suis obligé de mettre flex volume, un driver. Je veux que ça soit du NTFS et puis les informations ISCSI. Bon, point au passage, le flex volume Microsoft ISCSI ne supporte pas plusieurs portails. Donc si vous avez des bêtes de stockage ISCSI en multipath, c'est dommage. Bon, pour voir un peu comment ça se passe, mais ça c'est traditionnel du monde Kubernetes, hein, c'est pas spécifique à Windows. Donc si je déclare un pod qui requiert un persistant de volume, mon pod va être schedulé sur le nœud Windows à un moment donné, et c'est à ce moment-là que Kubelet va aller accrocher votre volume ISCSI sur le nœud Windows. Ce qu'il va faire ensuite, c'est si c'est pas formaté, il va le formater en NTFS, et ensuite il va démarrer vraiment le pod avec ce nouveau file system qui vient d'être créé. Alors le feedback. Franchement, dans mes premiers tests, ça marchait super bien. J'étais très content. J'étais étonné d'avoir autant de simplicité. Un conteneur nano serveur qui pèse que 250 mégas, qui me permet d'avoir de la donnée partagée, persistante que je peux réutiliser, et voilà, super. Jusqu'à ce que je commence à avoir des problèmes. Et en fait, ces problèmes-là, ils viennent tout simplement du fait que ces plugins flex volume qui sont fournis, ISCSI et SMB, sont en fait très très simplistes. C'est version 0.02, ça date de mai 2018, et on sent qu'il y a encore un peu de boulot. Donc là, le problème que j'avais, je vous l'explique vite fait. J'ai un pod qui a dû se faire dézinguer, et l'unmount du ISCSI, donc le détachement du file system du device SCSI n'est plus possible parce que l'ISCSI, la couche, s'est déconnectée, et du coup le driver en l'occurrence est perdu. Il ne sait pas le faire, il doit unmounter quelque chose, mais la ressource n'est plus là, et donc il n'y arrive pas, et il bloque toute la couche SCSI. En tout cas, le plugin ISCSI se coince à ce niveau-là. Et là où je me retrouve bien dans la panade pour faire une démo ou quoi que ce soit, puisque quand je l'avais et qu'il marchait, je fais « yes, c'est bon », je suis allé prendre un thé, et puis je me suis lancé dans des discussions avec d'autres personnes, et j'ai arrêté de bosser sur mon talk. Puis quand je suis revenu plus tard, ça ne marchait plus, et puis il ne me restait pas forcément beaucoup de temps pour le troubleshooter. Ça m'a quand même permis de voir plusieurs choses. J'ai vraiment malmené un peu ce setup, et ce qu'il en ressort, c'est quoi ? C'est qu'en gros, les services Kubelet, Kubeproxy et Flannel, il y a beaucoup d'helpers, il y a beaucoup de scripting autour de ces outils pour les faire tourner aujourd'hui, mais on arrive à le troubleshooter comme on troubleshoot un nœud Linux, dans le sens où on arrive souvent à retomber sur ses pattes, et on arrive souvent à trouver d'où vient le problème. Sur l'aspect stockage persistant, c'est plus compliqué, parce qu'il y a encore moins de personnes qui l'utilisent, il y a moins d'infos sur Internet, et puis c'est des couches qui peuvent être compliquées, l'ISCSI c'est un peu particulier. Du coup, ça me permet de dessiner un peu l'écosystème d'un cluster avec des nœuds Windows. Et en gras, c'est ce qui est pour moi vraiment
sec et solide aujourd'hui. Donc Kubernetes, c'est sec et solide. Docker sur Windows, c'est sec et solide. Cryo sur Windows, ça n'est probablement pas encore. Flannel, ça ne l'est pas encore. Tout ce qui est CSI, ça n'existe pas, donc on est bon pour utiliser des flex volume. Voilà. Donc quand on avait le message en début de présentation où on disait delivers, blablabla, production, support, on parlait de kubelet et de kube proxy, mais pas de tout le reste. Flannel, ça ne fait pas partie du scope de Kubernetes. Et les plugins de stockage persistant non plus. De toute façon, j'ai presque fini donc, la présentation. Je pense que si vous êtes intéressé par que ce soit l'hybridation ou avoir des nœuds Windows dans du cluster Kubernetes, suivez le SIG Windows, il est ultra intéressant. À la KubeCon, il y avait des talks vraiment précis de l'avancement. Et on sent à quel point il y a une volonté et de l'énergie qui est dépensée par Microsoft pour transformer son écosystème, son système d'exploitation pour accueillir les conteneurs. C'était d'ailleurs ce qui a justifié pour moi de faire un talk autour de ça, c'est qu'il y a énormément d'énergie dépensée et on est très proche d'un truc qui marche vraiment bien. Un petit mot sur les licences, parce qu'il y a des licences dans le monde Microsoft. Bon, je ne vais pas poser la question qui aime ça, parce que je connais déjà la réponse. Sur les licences, en fait, très simplement, les conteneurs qui tournent sur un nœud Windows héritent de la licence du nœud. Donc c'est très simple, vous n'avez pas de licence particulière pour vos conteneurs, vous bénéficiez de votre licence du nœud. Ça veut aussi dire qu'il y a probablement, on ne verra jamais arriver des conteneurs Windows sur Linux. Ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle. Et je suis autant triste que vous d'en être conscient. Point à noter aussi, Rancher 2.3, une version alpha qui supporte les nœuds Windows. Donc si vous avez envie de cruncher un peu et d'utiliser dans des cas réels des nœuds Windows, à partir de Rancher 2.3, c'est possible. C'était possible en 2.1, mais là, ils utilisent donc Kubernetes 1.14, Windows Server 2019 et tout ça. Ça vous donne aussi une autre indication, ça veut dire que ça intéresse pas mal de gens, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont travailler autour, et donc ça va se solidifier encore plus. Les conteneurs privilégiés, selon le SIG Windows, là, donc si vous intéressez au working group, à l'interest group Windows, probablement en 2020, il y aura des prémices de conteneurs privilégiés. Objectivement, pour faire de la prod, vous n'en avez pas besoin, mais c'est quand même beaucoup plus sympa à maintenir à partir du moment où c'est là. Et puis, un mot à propos du Container Storage Interface. Container Storage Interface utilise beaucoup les sockets Unix et pas mal de syscalls spécifiques au monde Linux, et du coup, ils s'arrachent les cheveux pour implémenter ça dans le monde Microsoft. Ça va arriver, mais probablement ça va leur prendre 1-2 années avant d'arriver à sortir des choses en CSI qui soient propres. Alors, la conclusion, c'est le dernier slide. Est-ce que c'est prod ready ? Alors déjà, l'installation, on est habitué dans le monde Linux à avoir du kube ADM et des wrappers type kubespray, KOps et tout ça. Sur Windows, c'est du do-it-yourself, c'est du bricolage. Même le zip qui est fourni avec les scripts helper, c'est pas du tout rassurant. Ça veut donc dire que si vous voulez faire de la prod, il faut que vous ayez de l'expertise en interne et que vous mainteniez vous-même votre installation de Windows et que vous y passiez un peu de temps parce que c'est pas du tout packagé. En ce qui concerne le réseau, donc on est habituellement, tout ce qui est CNI, on est habitué à du Calico, Flannel, KubeRouter, des choses comme ça. Là, vous n'avez que 2 options en gros. Soit des routes statiques au niveau du nœud Windows, soit Flannel qui permet de faire du VXLAN ou bien du Host Gateway. Donc vous avez un support vraiment basique. J'ai pas eu de problème avec. Mais ça mériterait d'être testé bien violemment avant de considérer que c'est prod ready. Sur le stockage persistant, ça n'est clairement pas prod ready. Ça veut donc dire qu'il faut se limiter pour de la prod à du stateless. Sur les metrics, qui sont un point important quand on opère du workload dans un cluster cube, on a l'équivalent du node exporter, mais on n'a pas de cAdvisor, donc on a des metrics, on en a, mais pas autant que sur du monde Linux.
Et le logging, ça va, dans le sens où la plupart des logs se passent via le système d'event log Microsoft et qu'il y a pas mal d'outils qui permettent de récupérer ces event logs Microsoft et de les remonter. Bon, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sèches, mais par contre, tout ce qui est orchestration, relançage d'applications quand elles merdent, gestion des réplicas, gestion des déploiements des services, de tout ce que vous voulez, tout ça, ça marche nickel. Donc malgré le fait qu'il y ait des composants qui ne soient pas secs, il ne faut pas oublier que c'est un énorme gain pour ceux qui souhaitent déplacer des applications Microsoft dans le monde Kubernetes et dans le monde des conteneurs. Là, il est enfin possible d'orchestrer des applications Microsoft à la sauce conteneur, à la sauce Kubernetes, et ça fonctionne. Franchement, quand j'ai vu mes pods marcher, que je les ai shootés, que c'est revenu et tout, et que j'avais le node-port qui fonctionnait, je fais c'est un peu le même effet que quand on se met à Kubernetes et qu'on a nos premières stacks applicatives un peu compliquées qui marchent. Donc ce que je dirais, pour finir, le mot de la fin, est-ce que c'est prod ready aujourd'hui? Non. Par contre, si vous envisagez de le faire, je vous conseille de démarrer les travaux tout de suite, de commencer à faire passer en conteneur vos applications et de commencer à tester du déploiement sur un cluster avec des nœuds Windows, parce que probablement d'ici 6 mois ou 1 an, ça sera bon. Voilà, c'est un petit peu le mot de la fin. Et je vous remercie pour avoir tenu bon pendant une demi-heure sur le monde Microsoft. Oui. Petite question, ils envisagent quand même le support des daemon sets pour déployer Alors, j'ai pas été précis dans ce que j'ai dit et je m'en excuse. Donc, est-ce qu'ils envisagent le support des daemon sets? En fait, les daemon sets fonctionnent très bien, mais souvent, tu utilises le daemon set pour faire tourner des trucs un peu particuliers qui ont besoin de droits privilégiés. Et tous ces trucs-là, tu ne peux pas le faire. Donc, pour préciser, les daemon sets, ça marche déjà, mais tu ne peux lancer que des conteneurs sans droit particulier. Les conteneurs avec droit particulier, ça arrive, ce que je disais dans un des slides, aux environs de 2020. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ça simplifie quand même bien le déploiement. Ouais. Est-ce qu'il y a des courageux avec des questions sur Microsoft et à quel point ça marche bien ou ça marche pas bien? Ou des questions un peu challenge, quoi. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait faire du... Ah, voilà. Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas forcément de GUI. Est-ce que du coup, il y en a des conteneurs avec du GUI qui fonctionnent ou pas? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Je parlais de Windows Server 2019 qui n'a pas aucune GUI, qui a juste une GUI complètement vide. Il n'y a pas d'explorateur, pas d'e-explore, pas d'explorateur de fichiers, il y a juste un terminal. Donc ça, c'est la couche Windows Server 2019. Dans le monde du conteneur, franchement, c'est pas prévu pour t'afficher de l'applicatif ou quoi que ce soit. Donc, je suis pas sûr de comprendre ta question. Est-ce que tu veux dire monitorer mes conteneurs avec une interface graphique ou est-ce que tu veux dire avoir une appli avec une GUI qui est lancée dans un conteneur? L'appli avec un GUI dans un conteneur, je n'ai jamais testé, j'ai pas regardé. Probablement, ça marche pas. Mais dans le monde Kubernetes, c'est rare que tu veuilles déployer et orchestrer des conteneurs qui ont ensuite une interface graphique. Donc, c'est pas un problème dans le cadre de Kubernetes, je trouve. Il y avait une autre question. C'était la même. Et ben voilà. Écoutez. Ah. Oui, bonjour. Donc, merci pour le talk. Juste un truc que j'ai peut-être pas bien compris. Du coup, le Flanel, dès que tu fais tourner sur Windows, c'est lui qui opère sur le VXLAN, c'est ça? Avec le Flanel de... Oui, alors tu déploies ton Flanel sur ton cluster Kubernetes et donc ça va déployer via un daemon set. Ça va lancer des conteneurs privilégiés sur les nœuds Linux. Et par contre, ça va rien scheduler du tout sur ton nœud Windows. Ou en tout cas, il faut que tu t'assures que ça ne le schedule pas, puisque c'est des conteneurs Linux. Et tu es obligé de prendre une appli Flanel spéciale Microsoft qui ne tourne pas dans du conteneur, que tu fais tourner à part sur ton nœud Windows. Ok, il faut faire attention aux versions pour la compatibilité ou... Oui, c'est le Flanel D 0.11 qui est tagué avec tout ce monde Kubernetes 1.14, Windows Server 2019 et qui fonctionne avec le VXLAN. Donc la 0.11, c'est la dernière en date. Hein. Il y a une pré-release de la 0.12, je crois, mais c'est pas encore sorti.
Et ce qu'il faut espérer si on veut faire du Microsoft, c'est qu'il y ait d'autres solutions, pas que Flannel, qui arrivent pour qu'il y ait un peu de ping-pong et des gens qui l'utilisent et que ça rassure un peu l'industrie sur le sujet, quoi. Okay. Et un truc que je ne suis pas sûr d'avoir vu, est-ce qu'un service peut aller parler à un pod sur Linux et un pod sous Windows? Oui. Ouais, okay. Ouais, ce que dans le web service dont on parlait là, ici, tu as donc un pod Traffic Ingress Controller, donc un trafic, ouais, sur le nœud Linux qui arrive à communiquer avec les pods ou bien le service à côté. Ok, mais juste le service, du coup, lui, il est sur 2 pods Windows et c'est possible d'avoir un pod de chaque? Il est sur... Ah, tu peux totalement faire ça, oui, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est la fin. Merci.